Bien, mesdames, messieurs, je vais vous inviter à prendre place. Si on a des nouvelles de la gauche, qui est de plus en plus isolée, ce que je vois. Mais... Je vous souhaite la bienvenue pour ce conseil municipal du 26 novembre 2018, dont le secrétaire de séance sera Monsieur Christian Penn. Le conseil municipal ayant commencé, je vais vous inviter à faire silence. Madame Demarco, parce que nous avons de nombreuses délibérations, plus 3 questions orales posées par Europe Écologie Les Verts, et de manière à sauvegarder l'énergie et donc ne pas éclairer trop tard, j'aimerais que nous puissions avoir ça. Monsieur Duhart donnera procuration à Madame Salé lors de son départ. Monsieur Philippe Gouillet a donné préparation à Monsieur Besse. Madame Denon-Biro a donné procuration à Madame Castagnera. Monsieur Garrigue, peut-être pour fêter son anniversaire, donnera procuration à Madame Bêche-Serin lors de son départ. Madame Morès a donné procuration à Monsieur Bonin. Et Bernard Comte a donné procuration à Monique Demarco. Très bien. Monsieur le secrétaire, c'est à vous. Délibération numéro 1, approbation du procès-verbal des séances publiques des 17 septembre et 15 octobre 2018. Rapporteur, Monsieur le maire. Ce procès-verbal appelle-t-il des commentaires de votre part? Non? Adopté? Je vous en remercie. Délibération numéro 2, décision municipale, information du Conseil. Quelles sont les questions que vous auriez sur ces décisions municipales, s'il vous plaît? Madame Demarco. Oui, ça concerne la question 11, l'organisation de classes de maire et classes patrimoine. Est-il possible de savoir quelles sont les classes qui sont concernées et pourquoi ça a été abandonné, la classe patrimoine? Sont concernées donc les classes découvertes, les écoles Ravel, Lapi, Saint-Exupéry et Gambetta. Le lot 2 pour les classes de patrimoine a dû être abandonné pour motif d'intérêt général. Les 2 offres sélectionnées sur ce thème n'offrant pas d'hébergement en intérieur, ainsi que le demandait le CCTP. D'autres questions? Donc, écoutez, je profite de ces décisions municipales pour rappeler que chaque fois, nous avons donc des avenants de convention, des conventions qui sont pour mise à disposition de créneaux d'utilisation de salles, de locaux municipaux, et que j'aimerais à un moment donné qu'il y ait un point qui soit fait sur les possibilités de réservation de locaux municipaux, parce que je vois là aujourd'hui qu'en définitive, il y avait une possibilité d'avoir la salle La Lyre, de La Lyre, donc qui est à Mozart. Donc j'aimerais qu'il y ait un peu de clarté, à savoir quelle salle nous pouvons demander. Écoutez, il y a quand même un gros problème de réservation de salles, de disponibilité de salles, et cette salle-ci, je ne la connaissais pas comme possibilité de réservation. En fait, ce que m'indiquent les services, là hier, ce que m'indiquent les services, c'est que certaines salles sont bloquées depuis très longtemps par des associations. Je ne pense pas qu'on ait des difficultés particulières. Par contre, Talence est une ville qui offre énormément de créneaux à ces différentes associations. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles proviennent pas forcément ont des adhérents qui viennent au-delà de Talence. Et donc, si vous avez des questions, éventuellement, vous avez Madame Salé qui pourra éventuellement faire un point avec vous. On se verra si vous voulez, parce que la salle de La Lyre, là, elle est occupée presque à plein temps, puisqu'il y a les arséniques qui sont là maintenant depuis la fermeture de Pagnol. Donc cette année, ils y sont tous les jours, sauf le vendredi, je crois, le vendredi soir, de mémoire. Bon, en fait, de toute façon, on se rencontrera si vous voulez, et puis on verra ensemble ce qui est possible. D'autres questions? La dernière, ça concerne l'admiration 33. L'interrogation, c'est la souscription donc d'accord cadre en bon de commande pour l'acquisition de pains artisanaux en frais et de vin, bon ça c'est un détail, mais je m'étonne qu'il n'y ait pas une demande justement de pains artisanaux en frais bio. Alors, concernant l'acquisition de pains artisanaux, la liste des pains susceptibles d'être commandés figure un pain à base de farine bio. Donc vos craintes viennent de s'envoler.
Tous? Non, quelques-uns. Ben, en tout cas, ça prévoit. On prévoit du pass de Paris Bio. Voilà. En proportion, vous ne voyez pas. Ben, c'est-à-dire que le marché est à peine signé, donc la proportion n'est pas encore connue. Je vais pouvoir donner des chiffres, mais je ne saurais en garantir l'exactitude. Par contre, dans quelques jours, vous verrez que Talence devrait recevoir, sous l'égide de Madame Morès, mais qui n'est pas là aujourd'hui, le territoire label bio engagé, attestant d'ailleurs de tous les efforts qui ont été faits pour l'alimentation bio. En tout cas, nous avons du pain bio. Pas d'autres questions? Délibération numéro 3. Attendez. Oui, excusez-moi, monsieur le maire. Non, non, je vous en prie. Une question relative à la décision numéro 10 sur le fameux terrain de la route de Génie, là. Oui. Votre question est? Ma question est, vous pouvez nous donner finalement les tenants et les aboutissants, informer le Conseil de ce très vieux dossier qui a traîné très longtemps. La ville est propriétaire de parcelles situées route de la Génie sur la commune du Porge en vertu d'un legs en date du 8 août 2007 qui est affecté par la charge suivante: affecter le bien à un usage de lieu et de vacances ou de loisirs pour les jeunes. La ville a été sollicitée par Madame Blanc, résidant sur la commune du Porge, qui a pour projet d'implanter une ferme pédagogique d'animation et qui recherche donc un site pour installer son activité. Compte tenu de la qualité du projet, la ville a émis un avis favorable à son installation. Donc on passe un contrat de location avec Madame Blanc, donc pour 13 000 m². Donc le contrat de bail est consenti pour une période de 36 mois ferme et pour être renouvelé à la demande de Madame Blanc par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant son terme. Le contrat ne prévoyant plus de reconduction tacite. L'Arville percevra annuellement la somme de 3 000 € TTC pour cette location. Et c'est important, le contrat prévoit la gratuité pour les classes des écoles maternelles et élémentaires de la ville, ainsi que les enfants fréquentant les centres de loisirs de la ville de Talence. Les résidents talancais pourront également bénéficier d'un tarif préférentiel, réduction d'1 € par rapport au tarif normal, d'ailleurs réduction que l'on trouve d'ailleurs par exemple sur les tarifs du stade nautique. Le montant de loyer tient compte donc des efforts qui ont été consentis pour les 4 centres de loisirs talancais. L'ouverture est prévue pour le printemps 2019. Il s'agit bien du terrain que la ville avait reçu en forme de legs, etc., oui, avec conditions suspensives. Oui. Et de fait, l'activité qui va être développée correspond, oui, alors, en termes juridiques, on va dire ça comme ça, aux conditions suspensives du leg. Oui, c'est une ferme pédagogique, donc on est vraiment là-dessus. Puis on peut se féliciter également que ce terrain nous rapportera, indépendamment des visites des classes gratuites, 3 000 € à la commune. Il faudra faire attention au bilan carbone, par contre, en allant au Porge, bien sûr. Pas d'autres questions? On peut passer au LA3. Délibération numéro 3, reconversion des terrains de la salle de la Médoquine, lot A, session partielle AI 41P. Bon, je ne vous ferai pas l'offense de revenir sur les différentes étapes du projet. Là, ce qu'on vous, puisqu'on en a quelques-unes, mais là, on est quasiment au bout. Donc, on vous propose de valider la cession de la parcelle. D'un point de vue, je vous rappelle d'un point de vue prix, c'est que cette cession est consentie à 8 200 000 €, soit 2 200 000 € de plus que l'estimation des domaines, puisqu'elles étaient de 6 millions d'euros. D'un point de vue calendrier, donc à la suite de la décision ou pas ce soir, signature de la promesse synalagmatique courant novembre 2018, puis acte de vente au premier trimestre 2019. Et puis, une fois les délais de recours sur le permis purgés, les travaux devaient débuter en mars-avril. Ce sont des choses sur lesquelles on a déjà évolué, parlé, mais Monsieur Deluy. Oui, je ne rappellerai pas l'historique de ce dossier dont nous avons déjà longtemps parlé ici, sur lequel il y a eu beaucoup de débats. Simplement pour préciser que mon groupe et moi-même nous abstiendrons sur cette délibération, puisque je mentionne tout de même et je rappelle tout de même que cette opération était à but strictement financier et non pas à but d'aménagement, et qu'à nos yeux, c'est une occasion manquée pour réfléchir à l'aménagement du quartier et de l'entrée de la ville. Mais enfin,
on l'a déjà dit, donc on ne va peut-être pas le répéter une xème fois, quoique la répétition soit parfois une vertu pédagogique. Bon, permettez-moi, vous en doutez, de ne pas partager votre conclusion. On a là une opération qui permettra également de financer le futur équipement culturel et centre-ville pour lequel, vous le savez, nous avons quelques difficultés, mais qui sont énormes. Ça permet quand même d'aménager un nouvel espace culturel sans augmenter les impôts, en étant neutre pour les talentueux, ce que je trouve être un bon élément de politique de la ville. Par ailleurs, ce n'est pas qu'une opération d'aménagement, puisque je vous rappelle aussi qu'il y aura des commerces qui seront installés et que ça fait l'objet d'une totale et entière collaboration des riverains qui avaient d'ailleurs choisi l'opérateur retenu. Pas d'autres questions, donc abstention. Les autres votes, s'il vous plaît. Nous sommes, je crois, plusieurs fois intervenus sur cette session de parcelles et ce projet qui avait été retenu, qui ne nous satisfaisait pas, puisque, en définitive, le visuel présentait beaucoup de végétalisation, mais néanmoins, donc, on votera pour. Donc pour d'Europe Écologie Les Verts, Madame Congost. Excusez-moi. J'avais dit pour. Donc pour, sauf pour Talencez-vous qui s'abstient. Merci. Délibération numéro 4, budget du service public à caractère industriel et commercial de la salle de spectacle et de congrès La Médoquine pour l'année 2018. Voilà, c'est une délibération assez logique puisqu'on l'avait présenté lors du vote du budget en mars 2018. On avait mis une subvention à minima de manière à aller jusqu'au terme de l'année. Et donc, vous avez là l'ajustement à proprement parler. On arrive donc à 294 000 € hors taxe. Donc, on augmente de 69 000 €. L'occasion quand même de vous rappeler que 294 000 € hors taxe, mais qu'elle était de près de 400 000 € les années précédentes. Donc, on a une économie sur cette délibération. Des questions, Madame de Marco. Bon, je reviens sur cette somme-là qui avait déjà été attribuée de 225 000 €, qui normalement devait être suffisante pour terminer donc, cette salle de spectacle, la salle de la Médoquine, etc. Ensuite, pour avoir été donc, au conseil d'administration, et j'ai sous les yeux la dernière délibération du 7 juin, puisqu'ensuite on ne nous a pas réunis, à ma connaissance, jamais j'ai pas eu connaissance au sein du conseil d'administration que la somme de 225 000 € n'était pas suffisante. Donc on s'étonne de cette rallonge de 69 000 € qui se rajoute aujourd'hui, sachant quand même qu'on aurait pu au moins nous avertir peut-être de cette insuffisance. Et quand nous avons voté cette somme-là, que nous avions voté précédemment, de mémoire, on estimait que c'était largement suffisant pour la fin de clôturer cet exercice. Non. Pour ces raisons-là, nous ne voterons pas, nous allons nous abstenir. Attendez, peut-être que je vous donne des arguments, peut-être, oui. Avant de vous abstenir. Juste de vous rappeler que si vous tenez compte de la délibération qui vous avait été présentée lors de ce conseil municipal, elle stipulait très clairement ce montant pourra être revu une fois connus tous les frais de liquidation de la société. Je me souviens très personnellement l'avoir dit que cette somme ne serait pas suffisante. L'idée était de ne pas donner une grosse subvention, parce que je vous rappelle que tout ce qui restait en caisse serait divisé entre les différents actionnaires. On avait donc tout intérêt à voter une subvention plutôt minime, de manière à assurer le strict nécessaire. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, en année pleine, on était à 400 000 €. Là, on est à 225 000 €, donc on avait vu plutôt le minimum. Donc, par rapport à ce que vous dites, Madame de Marco, indépendamment de votre vote, tout avait été indiqué sur le fait que nous avions voté une subvention à minima. Et si vous ne me croyez pas, vous l'avez dans le texte de la délibération originale qui dit pourra être revu. Et lors du débat, on avait clairement indiqué que ce montant-là sera revu, puisqu'on savait qu'il dépendrait de différentes choses des commissaires aux comptes. Et y compris en conseil d'administration de la Médoquine. Madame de Marco. Je reprends ce que j'ai dit, c'est comme administrative, comme membre du conseil d'administration. Monsieur le Président ici présent, ainsi que l'expert comptable, lors de la dernière réunion, ne nous a jamais avertis, ou j'ai pas connaissance, du moins c'est pas dans le compte rendu du conseil d'administration, du fait que ça ne serait pas suffisant. C'est ce que je dis. Vous confondez... donc je me sens aussi responsable de ne pas avoir été averti par ailleurs au sein du conseil d'administration de la salle de la Médoquine, c'est tout. Monsieur le maire. Oui, monsieur Gestin. Avec votre permission, Madame de Marco, je pense que vous confondez deux choses qui proposent d'abord
Je l'ai dit lors du vote de la subvention qu'effectivement cette somme ne serait pas nécessaire. Vous confondez l'exercice comptable qui s'est quasiment équilibré et la liquidation de la société. Et ça a été dit à la fois en conseil municipal et à la fois en conseil d'administration qu'effectivement pour arriver à équilibrer la liquidation, il faudrait à un moment ou à un autre rajouter au pot. C'est d'ailleurs précisé dans la délibération de l'époque et on l'a exprimé de la même manière. Je pense que vous vous méprenez dans le sens où, effectivement, le dernier exercice était globalement équilibré. Mais derrière, il fallait tenir compte de toutes les incidences de la liquidation, des indemnités de licenciement et autres. Enfin, on avait joué c'était juste d'un point de vue de sauvegarde des deniers à lancer. Hein. L'idée, c'était juste de voter le minimum. Voilà. Madame Zanotti. Enfin, il y a eu Monsieur Deluc qui avait le... Mais bon. Ah non, c'est peut-être la même chose. Oui, je suppose que le détail de la liquidation a été donné au conseil d'administration. Alors, le détail de la liquidation ne peut pas être donné au conseil d'administration puisqu'elle est toujours en cours. Par contre, elle sera présentée au conseil municipal l'année prochaine, comme on le fait tous les ans. Ce qui avait été indiqué au conseil d'administration, je ne sais plus si on l'avait dit en conseil municipal, c'est que l'exercice comptable qui normalement a lieu du 1er septembre au 31 août, là, a été prolongé par décision de l'Assemblée générale au 30 décembre, puisqu'il ne peut pas y avoir 31 décembre dans un exercice comptable. Et donc, tous les éléments de la liquidation seront évidemment transmis au conseil municipal, grosso modo, en mars-avril, certainement, puisque c'est par là qu'on arrêtera définitivement la totalité des comptes. La liquidation a été décidée uniquement le 2 juillet, donc elle est en cours d'exécution. Et vous aurez évidemment tous les éléments et les bilans qui correspondent avec le rapport du commissaire aux comptes. Pour conclure, enfin, si vous avez quelque chose, on a juste fait à minima de manière à ce que l'argent de la ville revienne exclusivement à la ville. Après, on a fait cette cote mal taillée, on avait dit 225 000 €, ce qui correspondait grosso modo à un demi-exercice. Il n'y a pas de volonté d'aller cacher quoi que ce soit, juste... et voilà, je vous le dis. Bien. C'est pas normal. Madame de Marco, vous avez la parole. Merci. Dans un conseil d'administration, de ne pas avoir la clôture des comptes, de ne pas être informé en conseil municipal et de me répondre simplement qu'en prochain conseil municipal ou plus tard, on sera informé justement de cette rallonge. Donc maintenant, c'est même plus l'abstention, c'est le vote contre. Madame de Marco, comment est-ce que je peux vous remettre les comptes d'un exercice qui n'est pas clos? Et comment vous pouvez définir la somme puisque l'exercice n'est pas fini? Peut-être que de temps en temps, je croise l'expert comptable et que nous travaillons pour essayer d'affiner au plus possible la somme. Les comptes ne sont pas clos. Hein. Je voudrais également vous préciser que la somme qui est votée aujourd'hui ne sera versée que dans la mesure des besoins qui seront nécessaires. Ce n'est pas parce que nous votons que nous serons obligés de verser. Et donc, on affinera le chiffre encore jusqu'au bout, c'est-à-dire au 31 décembre. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'activité. Aujourd'hui, il n'y a plus de salariés. Donc, on commence à avoir de moins en moins d'inconnus. On a encore une ou deux factures de temps en temps qui arrivent. Écoutez, j'ai l'impression qu'on ne vous convoquera pas, peut-être pas vous personnellement, j'ai l'impression que certains de vos collègues là-dessus, c'est juste qu'on ne peut pas vous présenter des exercices qui ne sont pas clos. En fait, il sera clos au 30 décembre. C'est juste ça. Les votes. Vous voulez parler, pardon, mon cher collègue, allez-y. Oui, enfin, c'est juste pour savoir si c'est vous ou Madame de Marco qui faites la police de l'Assemblée, mais trêve de plaisanterie. Je suis quelqu'un d'assez ouvert. Trêve de plaisanterie. Je crois quand même, bon, on peut tout à fait entendre que la somme qui avait été prévue initialement soit une somme à minima. De toute façon, ça a été dit en conseil municipal, ça c'est une certitude. Après, en conseil d'administration de la CEF, je n'y suis pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, en conseil municipal, oui. Qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il faut rajouter 82 300 € TTC, qu'on voit au DM2 d'ailleurs, à la DM2. OK, sauf que je pense que pour la parfaite information du conseil, il aurait fallu quand même un peu justifier cette somme. Ça aurait pu être 170 000, ça aurait pu être 350. Pourquoi rajouter 69 000 € hors taxe? On n'en a pas la moindre idée et pas la moindre explication. Vous pouvez avoir des éléments chiffrés d'explication, des estimations d'indemnité, mais ça aurait été quand même un peu pertinent vis-à-vis du conseil municipal que de dire on rajoute 69 000 pour telle et telle raison. Plus précise et chiffrée, parce que le chiffre, il tombe pas du ciel.
Je vous le confirme. Juste, comme le vient rappeler l'adjoint, c'est que c'est le comptable de la SEM, la Société Concerto, en l'occurrence, qui a établi les comptes prévisionnels et qui nous a dit que cette somme-là devrait, à peu de choses près, être nécessaire. Voilà le montant. Enfin, après, on peut discuter. Alors, la police de l'Assemblée me permettant de vous demander si vous voulez la parole, je vais vous la donner. Allez-y. Non, je voulais dire que le comptable de la SEM vous a certainement justifié cette somme, enfin, j'espère. Et s'il ne vous l'a pas justifié, je suppose que vous lui avez demandé. Ne vous inquiétez pas, vous verrez tous. Justement, je m'inquiète, ne vous en faites pas part. Je sais. Donc, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Vous verrez tout ça de toute façon lors des comptes clos. Les votes. Vous vous abstenez, très bien. Madame Congost. Madame Congost, ça vous êtes Madame Demarco, Madame. Depuis que vous avez la procuration de Monsieur Bernard Comte, je vous sens métamorphosée, Madame, chère collègue. Madame Congost. Je vais voter pour parce que le principe de la salle de spectacle me plaît et je pense qu'il faut mettre le prix dans ce genre de choses. Mais c'est vrai que je soutiens Madame Demarco sur le principe qu'elle n'est pas au courant, enfin que nous ne sommes pas au courant et que vous faites les choses un petit peu comme vous en avez envie sans tenir compte de l'opposition, voilà, et de l'information. On vient de vous apporter le contraire, mais il vous appartient de penser le contraire, justement. Et donc, Madame Demarco et son groupe contre. Très bien. Délibération numéro 5, réhabilitation du stade nautique Henri Deschamps. Procédure commerciale avec négociation pour le choix de la maîtrise d'œuvre, attribution du marché. Voilà un dossier qui avance. Eh bien, je vous rappelle que vous avez là donc le choix qui a été retenu pour l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation complète du stade nautique Henri Deschamps. Vous rappelez quand même, comme c'est indiqué dans la délibération, le caractère majeur, notamment d'investissement, pour cet équipement qui accueille plus de 230 000 personnes par an, aux alentours de 12 240 000 € de travaux. Donc une grande partie de nos dimensions. Nous avons reçu 5 candidats. Je remercie d'ailleurs les membres de la commission d'appel d'offres dont les noms vous sont donnés. Et puis cette commission d'appel d'offres s'est réunie le 12 novembre pour retenir ce titulaire, qui est la société BVL Architecture, qui arrive en dernier. Donc le forfait provisoire de rémunération s'élève à un peu moins d'1 800 000 € TTC, soit à peu près 14,55% de l'enveloppe prévisionnelle. Un point important, on parle là bien évidemment, parce qu'on parle du fond du dossier, et l'adjoint en charge du sport peut bien sûr compléter, ainsi que M. Farr qui a participé à cette délibération. Cette réhabilitation, d'abord, respecte le calendrier prévisionnel. Ce sont des travaux qui seront longs, difficiles, comme toute réhabilitation. On parle là d'un espace qui fête quasiment ses 50 ans. Ce sont des piscines un peu particulières, et d'ailleurs l'équipe qui a été retenue est spécialiste de la rénovation de ce type de piscine. L'idée, je le rappellerai toujours, est de rénover complètement l'aspect du bassin. Je ne sais pas si la police de l'Assemblée va m'autoriser à vous demander de faire le silence quand je parle, mais je vais quand même vous le proposer. La rénovation complète des 2 bassins, la création donc d'un bassin nordique extérieur, c'est-à-dire ouvert 365 jours par an, moyennant la fermeture de la piscine. D'ailleurs, Talence sera le seul équipement nautique à avoir un bassin de 50 mètres ouvert toute l'année. Nous allons, donc espace nordique, nous allons y intégrer également de nouveaux espaces ludiques pour les plus grands, en se souvenant que cet équipement sert aussi pour beaucoup de vacances, donc notamment un pentaglisse. Nous allons refaire complètement la partie ludique pour les plus petits, avec la pataugeoire, et enfin nous mettrons aux normes toute la zone d'accueil, notamment pour les vestiaires, et nous y mettrons un point final, donc en ayant un équipement à rayonnement national, pour cette piscine, le tout dans une démarche de haute qualité environnementale comme c'est demandé dans le cadre du cahier des charges. Les travaux de la piscine devraient s'étaler entre 2020 et 2022. La prudence en matière de rénovation de piscine
fait que ce calendrier, je le dis avant qu'on nous dise dans 2 ans, ce n'était pas forcément le calendrier que vous nous aviez donné. Donc il y aura une étape importante, hein, c'est l'espace et la phase de diagnostic. Bien sûr, la question qu'il faut se poser, les 2 questions qui se posent, c'est de la fermeture potentielle. Aujourd'hui, on a demandé donc des différentes hypothèses au maître d'œuvre. Il faudra l'affiner avec l'équipe retenue, de manière notamment à limiter au plus court les fermetures pour cet équipement. Mais on n'en est pas encore à ce stade-là. La deuxième chose, et peut-être la dernière chose, c'est de rappeler la vocation unique et première de cet équipement. C'est un équipement à vocation sociale. Nous l'avons toujours dit, ce n'est pas un centre aquatique ludique. Donc il conservera sa tarification et notamment certaines gratuités dans le savoir nager et l'apprendre à nager. Ce n'est pas l'été qui vient de se passer qui nous contrariera dans ces différentes statistiques, et continuera donc de bénéficier à l'ensemble des Talençais. Quelques éléments sur le calendrier immédiat. La validation du diagnostic est prévue pour la fin de ce premier trimestre, avec une remise du programme et un vote en conseil municipal au milieu du trimestre 2019. Le conseil municipal de validation de l'avant-projet définitif, si on est bon, est prévu pour novembre de l'année prochaine. La publication des appels d'offres de travaux en mars 2020, réception des offres, et puis donc notification des marchés de travaux mi-2020. Encore une fois, calendrier susceptible d'évolution, mais en tout cas c'est celui que l'on vise, en espérant bien sûr que d'ici là, nos équipes, mais nous n'en doutons pas, puissent maintenir cet équipement qui souffre, hein, puisqu'il accueille beaucoup de gens, et surtout qu'on ait des bonnes nouvelles également du côté de la réouverture de la piscine universitaire qui a pris quelques mois de retard. C'est un euphémisme. En tout cas, c'est un beau dossier pour la collectivité. Je remercie l'ensemble des personnes qui ont participé à cette commission d'appel d'offres et à toutes les personnes qui œuvrent, j'allais dire, depuis quasiment le début de cette mandature, parce que ça avait commencé par un sondage auprès des utilisateurs qui avait été mené fin 2014, début 2015. On en voilà le début de l'achèvement. En tout cas, nous sommes sur la bonne voie pour réhabiliter ce stade nautique. En espérant avoir été complet, je vous laisse la parole. Madame Zanotti. Oui, mes chers collègues, cette délibération n'est pas pour valider ni le pré-programme ni le programme, mais bien pour valider le choix d'un maître d'œuvre pour réaliser ces travaux. Bon, je sais que légalement, on n'a pas le droit de donner des précisions sur notre choix pour éclairer et puis valider. Donc, effectivement, les commentaires du choix ne peuvent pas être faits, ce qui est un peu dommage parce que on fait confiance à la commission, j'espère. Ceci dit, effectivement, nous allons voter pour, mais je souhaiterais, à l'occasion de cette délibération, que l'on... Deux propositions. D'une part, nous avons un très gros risque sur ces travaux de sites occupés. C'est donc une alerte qu'il faut mettre dès maintenant. Et de ce fait, il me semble que, contrairement à ce qui se pratique régulièrement, il serait intéressant que l'on mette en place une commission de contrôle qui fasse régulièrement, d'élus, qui fasse régulièrement le point sur les travaux en cours et qui voit effectivement si tout ce qu'on s'est dit dans la commission est bien conforme à ce qui se réalise. Ça me paraît très important. Voilà, parce qu'effectivement, nous décidons que c'est un groupe qui sera le meilleur. Mais effectivement, il est intéressant de le voir par rapport à des travaux aussi longs, en site occupé, que ça soit bien le meilleur. Et en plus aussi, de bien vérifier qu'au niveau du programme, on n'ait pas trop d'écart par rapport aux engagements, par rapport au pré-programme. Alors, ma chère collègue, plusieurs éléments. D'abord, de rappeler effectivement qu'on n'a pas le droit de déterminer, mais que la commission s'est prononcée quand même à l'unanimité. Et que l'unanimité était entre les différents membres élus de la commission, mais également du service technique. De vous rappeler quand même que le suivi de ces travaux-là, on a détaché des chefs de projet, enfin un chef de projet, puis différentes personnes qui vont
s'occuper de cette rénovation-là. Donc moi, j'ai toute confiance en nos équipes de mener à bien cette commission. Par ailleurs, le début des travaux étant fixé après mars 2020 et ayant pour habitude de m'engager que sur ce que je sais réaliser, il appartiendra potentiellement à la nouvelle équipe élue de proposer cette commission ou pas. Donc il me paraîtrait prématuré aujourd'hui de le faire. En tout cas, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faudra surveiller cet équipement-là. C'est un équipement particulier, évidemment. Je crois que la chance, en particulier des équipes que l'on a eues, c'est d'avoir déjà réhabilité ce type de piscine. Et ça, je pense que ça sera un vrai plus vis-à-vis de la conduite des travaux. En tout cas, la seule chose qui est très importante pour moi, c'est que les équipes qui aujourd'hui maintiennent cet équipement, parfois avec plus ou moins de difficultés parce que l'équipement est vieillissant, à mon avis, seront parfaitement capables d'encadrer les travaux et de faire attention au fur et à mesure. Après, commission d'un comité. Madame, alors, il y avait Madame Ramy qui avait me demandé la parole. Je pense qu'il va falloir effectivement, il va falloir bien travailler lorsqu'on aura le diagnostic qui sera restitué. On m'entend pas là? Oui, c'est sur ce travail-là qu'il va falloir être vigilant. Il y a différents points à surveiller en fonction des compétences de chacun. Et je pense que la commission, là, elle a tout son intérêt à mutualiser son savoir-faire et à faire avancer le projet de façon cohérente. Alors effectivement, c'est M. Comte qui est titulaire sur cette commission-là. J'espère que les suppléances et les compétences des autres personnes pourront être entendues et écoutées. J'ai une question à vous poser. Est-ce que même les membres suppléants n'ont pas été écoutés dans le choix de l'appel d'offres? Alors, je n'ai pas pu me libérer pour ces 2 réunions. En fait, je vous le confirme, en fait. Voilà. Donc, j'ai posé la question à tous les suppléants. Je crois que ce genre de sujet ne s'embarrasse pas de clivage politique. Et je pense qu'on est tous là pour rénover à bien cette piscine. Après, vous avez raison, il faudra regarder ça. Mais il me semble que sur ce code-là, on aura l'occasion d'en discuter dans moins d'un mois sur la rénovation complète du groupe scolaire Paul Lapie. Et indépendamment des règles des marchés publics qui s'imposent à nous, il me semble que nous avons entendu tous les avis. Je pense notamment que sur les démarches de haute qualité environnementale, je pense que sur tout un tas de choses comme ça, il faudra qu'on travaille tous ensemble autour de la table. En tout cas, moi, c'est dans ce contexte-là que je m'inscrirai, jusqu'en mars 2020. Monsieur Délu. Oui, simplement, on a déjà eu des travaux et des choses faites sur cette piscine pour quelques millions d'euros quand même, 2,5 millions si je me souviens bien, il y a quelques années, sur lequel, unanimement, nous pouvons dire que nous ne sommes pas très satisfaits. Bon, donc il convient donc de rester prudent. C'est pas forcément la faute des services, c'est pas forcément la faute d'un tel ou un tel. Mais en attendant, chat échaudé craint l'eau froide sur la piscine dont la tuyauterie et les artères sont plus anciennes que les miennes. Donc il faut, je suis d'accord avec vous, le fait que la Commission ait choisi une équipe expérimentée sur de la rénovation est un plus non négligeable. Néanmoins, je relayerai encore ce qu'a dit Madame Zanotti sur en fait l'inquiétude du monde scolaire et associatif sur la durée des travaux et ou la fermeture éventuellement totale de la piscine, puisque c'est quand même une hypothèse qui est envisagée. Et je pense qu'il faudrait plutôt envisager l'autre hypothèse, c'est-à-dire une opération à tiroir, si tant est que techniquement ce soit possible et que ce soit financièrement accessible à la municipalité. Néanmoins, il y a une réelle inquiétude du monde sportif, du monde associatif, du monde scolaire sur le devenir de notre piscine, dont je ne vais pas rappeler ici, bien entendu, l'importance qu'elle a sur tout le sud de l'agglomération. Inquiétude, je partage. Il y a aussi une énorme attente. Aujourd'hui, les conditions d'accueil des scolaires, quand la piscine, on peut toujours dire la réhabilitation, etc. Après, moi, je ne suis pas de ceux qui disent toujours comment ça aurait pu être fait. Moi, je vois ce qui se passe dans d'autres villes. Alors, bien sûr, nous n'avons pas les moyens de Mérignac et de sa piscine à 30 millions d'euros. Mais inquiétude, mais aussi une attente. Maintenant, vous avez dit une opération à tiroir. C'est exactement ce qu'on a demandé. C'est-à-dire qu'on a demandé une hypothèse avec fermeture, une hypothèse sans fermeture. Maintenant, quand on va relier les deux bassins, on sait qu'à un moment ou un autre, il faudra bien y passer. Et je pense que cette réhabilitation, c'est aussi un temps long. On ne sait pas ce que va devenir la piscine universitaire. Il y a forcément un travail à faire aussi avec les piscines qui jouxtent. Je pense notamment avec celle de Villeneuve-d'Ornon et puis d'autres. Et donc,
tout ce système-là va s'engager. Moi, ce que je vois, c'est que si on prend l'exemple aujourd'hui de la piscine de Talence, on a des créneaux du CREPS qui ont été de l'université, et nos équipes ont su, on est quand même sur quelque chose où on arrive bon an mal an à faire, et finalement j'en discutais avec la directrice du stade nautique la semaine dernière, tout ça se fait en bonne intelligence, et que les nageurs savent qu'il y a un peu moins de créneaux, etc. On est tous là maintenant, on ne sait pas, on va donner pour X dizaines d'années à cet équipement un élan, une rénovation, une mise aux normes, et aussi on va le doter des derniers équipements en matière environnementale. Évidemment, il faudra qu'on y fasse attention, mais tout ce qui fera pour limiter tout ce qu'on pourra faire pour limiter la période de fermeture, il faudra le mettre en œuvre, à condition que ce soit techniquement réalisable et financièrement acceptable. Je rappelle également que l'on a un grand nombre d'employés dans cette piscine, et que ce qu'on est déjà en train de faire, c'est de se poser la question aussi de comment on réaffecte ces employés. Donc ça peut être aussi une chance. Donc tout ça, ça va être pris en compte et ça va être fait. Mais il n'est pas interdit non plus d'être un peu positif et de regarder que, par exemple, cette équipe-là a rénové une piscine comparable, je crois que c'est du côté d'Antibes, si mes souvenirs sont bons, enfin je ne sais plus, dans le sud-est. À Issy-les-Moulineaux, c'était juste à côté. Et donc, ils n'ont pas eu ni de dérapage financier, ni de dérapage calendaire. Donc, voilà. Je vais y croire un signe du destin. Voilà. Issy-les-Moulineaux, Antibes, c'est pas très loin. D'autres questions? Non? Oui, monsieur Parenteau. Oui, juste un mot. On entend vos remarques et elles sont tout à fait judicieuses. Et il faut savoir quand même que là, sur le projet sur lequel on part, c'est un projet qui est quand même novateur, dans la mesure où on va faire un bassin nordique, ce qui n'existait pas. On va avoir un espace qui va être ouvert à l'année. Hein. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. On a eu 5 candidats qui étaient de grande qualité. Le choix était très complexe, très difficile. Par contre, on sait très bien que sur le suivi des travaux, il va y avoir un travail très important à faire, qu'on ne retombe pas dans les travers qu'on avait vus. Arnaud, je l'entends tout à fait. Donc, croyez-moi, on va faire tous les efforts parce que c'est un choix politique important cette année. On choisit sur les années qui viennent de faire un investissement lourd sur ce stade nautique qui remplit un rôle social fondamental sur la ville. Et au niveau du club, au niveau associatif, au niveau du savoir nager, les choses vont être beaucoup plus faciles dans la mesure où on va augmenter nos créneaux, puisque la piscine extérieure sera ouverte à l'année. Ça fait pratiquement une ouverture d'un tiers supplémentaire. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Maintenant, il est évident qu'on entend tout à fait vos réserves par rapport aux problèmes de sécurité, par rapport aux problèmes de suivi des travaux. On va y être très attentif. Merci. Bien. Les votes. Pour. Ah bien, oui. Pour, très bien. Délibération numéro 6, commission spécifique chargée d'examiner les offres relatives à la recomposition des espaces de la résidence Acapulco, remplacement d'un membre. Alors, il s'agissait donc une délibération, donc c'est, je crois, le dernier remplacement de notre regretté collègue Stéphane Ambry. Et donc, je vous propose de nous proposer. Alors, je vous propose Madame Radija Saouba. Très bien. Juste, vous voudrez bien nous rappeler la date de la dernière réunion de la commission? La dernière, c'était septembre, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, la prochaine, très rapidement. D'accord, parce que M. Ambry n'avait pas reçu de convocation. Hein, donc, non, pardon, alors c'était juillet. Et il y a eu juillet, il y a eu septembre, et il y a eu des envois de documents et autres qui ont été réalisés fin août. Donc je suis surpris. Ben oui, il m'a dit qu'on a échangé par mail là-dessus, sur ce coup-là. La dernière a été annulée. Mais il y a eu, donc la dernière commission est en juillet, et il y a eu des envois de documents fin août, et on a ensuite décalé les choses. Ça, c'est le problème de l'envoi des convocations en papier, ça. Il faut mieux accepter par mail. Alors, je vous rappelle que les convocations sont signées par le maire et sont envoyées par le service compétent. En général, on envoie après. Ça peut se perdre dans le courrier. On peut demander aux responsables de la commission, j'ai l'impression que c'est M. Gestin, de faire suivre les documents à Khadija Saouba, puisque si oui, comme Stéphane Ambry dit ne pas les avoir reçus, voilà, il ne va pas pouvoir les transmettre. Elle recevra et la convocation et l'ensemble des documents qui ont déjà été transmis, bien évidemment.
On est dans les starting blocks là-dessus. C'est pour ça qu'on n'a pas calé la commission plus tôt. On attendait aussi cette désignation pour l'associer aux choses et ne pas associer la personne qui aurait été désignée aux choses. Merci pour elle. Merci. Donc, Madame Saoudba, les votes. Pour ? Parfait, à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 7, intervention d'animateurs de la ludothèque de l'association Ludi Loisirs et de jeunes en service civique européen de la Maison de l'Europe au sein des accueils périscolaires. Rapporteur M. Duhard, adjoint délégué à l'éducation et aux activités périscolaires. Oui, alors Monsieur le maire, mes chers collègues, c'est une délibération que nous prenons maintenant depuis 3 ans, il me semble. Il s'agit d'autoriser l'intervention sur les temps périscolaires d'animateurs de la ludothèque et de jeunes du service civique européen qui interviennent pour faire connaître les usages, les traditions, la culture des autres pays européens. Si vous êtes d'accord, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents nécessaires à ces interventions. Près de 250 enfants sont accueillis dans le cadre de ces accueils. Madame Grélard-Dédec. Merci, Monsieur le maire. Nous voterons pour, bien sûr. Vous savez notre attachement à la diffusion de la culture européenne auprès des jeunes. Et je crois que c'est tout à fait d'actualité pour qu'ils puissent s'ouvrir non seulement à des cultures différentes, mais aussi à une ouverture d'esprit de l'accueil des autres. J'ai bien noté votre attachement. D'autres remarques? Non. Le vote? Pour, à l'unanimité? Madame Rami. Faisant partie du conseil d'administration de l'association, je ne vais pas prendre part au vote. Je vous remercie. Délibération numéro 8, convention relative à la mise en place d'un PEDT sur la commune de Talence. Oui, là aussi, je vous rappelle que lors de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, il y a 4 ans de ça, nous avions mis en place un PEDT. PEDT qui a fait l'objet d'une évaluation et par le comité de pilotage, et ce PEDT a été renouvelé toujours par le comité de pilotage en 2017. Nous sommes revenus à la semaine de 4 jours, donc il a été nécessaire de réactualiser ce PEDT en tenant compte également du plan mercredi. Cette nouvelle organisation, cette nouvelle version du PEDT a été approuvée le 1er octobre 2018 par le comité de pilotage. Et donc, je vous propose aujourd'hui, si vous en êtes d'accord, d'autoriser Monsieur le maire à signer là aussi les documents nécessaires. Cette nouvelle convention de partenariat nous permettra en plus de bénéficier avec la CAF, puisque la CAF apporte une bonification à la PSO de quelques dizaines de centimes par heure, donc uniquement sur les nouvelles heures générées. Là encore, on peut espérer que les rythmes scolaires ne changent pas dans les 2 ans qui viennent, de manière à ne pas avoir à tout refaire. Je vois des chefs de service qui acquiescent, et donc on essaiera en tout cas de repartir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas revenu à la case départ sur cette histoire. Madame Grélard. Monsieur le maire, pour avoir parcouru très en détail ce projet éducatif territorial auquel je suis attachée, il est, comme le précédent d'ailleurs, de qualité. C'est à souligner, avec un souci de proposer aux jeunes Talençaises et Talençais un éventail de propositions culturels, sportifs, scientifiques, absolument intéressants. Simplement, on peut regretter, et vous connaissez notre position, je crois qu'elle était partagée aussi par d'autres élus de votre groupe, notre regret, très grand regret, du choix qui a été fait de revenir à la semaine de 4 jours, puisque ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, mais pour d'autres intérêts qu'on peut toutefois comprendre,
mais nous regrettons toutefois que ces activités ne puissent pas être proposées dans le cadre d'une semaine de 5 jours. Cependant, nous voterons pour ce projet éducatif territorial de la ville de Talence. Alors, merci d'abord pour vos compléments. Patrick, tu veux répondre? Simplement pour rappeler, mais vous le savez, Madame Rellard, puisque vous faites partie du groupe de concertation, c'est que dès le départ de la réforme des rythmes scolaires, nous avions mis en place des groupes de concertation, que vous avez participé, je crois, et nous avons tenu à maintenir cette concertation, y compris pas la décision, puisqu'elle n'était toujours pas prise, mais peut-être quand on a envisagé de revenir à la semaine de 4 jours. Donc nous avons réuni les groupes de concertation. Ils nous ont proposé d'effectuer un sondage, vous vous rappelez, de questionner l'ensemble des parents par l'intermédiaire d'un questionnaire qu'ils ont fait eux-mêmes en concertation avec nous. Et les parents se sont prononcés dans une très large majorité pour un retour à la semaine de 4 jours. Et on peut difficilement proposer la concertation si on ne tient pas compte des résultats de cette concertation. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être, certains auraient pu, comme vous, auraient pu penser qu'on pouvait peut-être éviter ce retour à la semaine de 4 jours qui, contrairement à ce que certains ont dit, ne va pas nous faire gagner beaucoup de sous, voire pas du tout, voire pas du tout. Mais dans la mesure où on décide de jouer le jeu de la concertation, on est obligé après d'en tenir compte. Alors, pour être précis sur ces chiffres, ma chère collègue, 90% des parents interrogés avaient répondu et 2 tiers s'étaient exprimés. À un moment ou à un autre, si on pose la question aux personnes concernées, il y avait aussi les professeurs, à un moment, il faut reconnaître. Là où je pondérerais quand même votre discours, c'est que je pense que tout le monde s'était accordé sur le fait de dire qu'on pouvait s'interroger sur la légitimité de ce nouveau rythme selon qu'on soit en maternelle et soit en élémentaire. Et la problématique était de se dire, est-ce qu'on pouvait avoir 2 rythmes différentiels? La seule chose qu'on avait dit au tout départ, c'est de se dire, essayons de conserver ce que cette réforme avait de bien. Ce qui, il y avait certaines choses, indépendamment des montants financiers, mais on est là sur l'éducation, donc il y avait des choses bien. Et je crois vraiment que le groupe de concertation, emmené avec le service dont effectivement il y a le rapport, mais au-delà de ça, tout le travail qui est fait au quotidien avec les équipes pédagogiques, d'abord de reprendre et de conserver l'accès à tous pour certaines activités culturelles, sportives. On a installé un directeur de temps périscolaire par groupe scolaire, d'ailleurs qu'on les a fidélisés d'un point de vue contrat, de manière notamment à ce qu'il y ait une certaine continuité avec les activités. Nos animateurs, bien sûr, sont diplômés. On a un projet pédagogique, et puis surtout, derrière, et c'est aussi ça, alors je vous confirme, il n'y a pas eu d'économie de réaliser, l'ouverture de 5 centres de loisirs avec un vrai projet pédagogique. Et je crois, en tout cas, c'est mon avis, c'est qu'on a pris finalement le bon de la réforme avec l'accès à tous d'un certain nombre d'activités et on y a intégré les contraintes qu'aurait supposé un différentiel de rythme entre des enfants qui auraient été à 4 jours et demi, d'autres à 5. Ça, par contre, c'était pas gérable par rapport aux parents. Et c'est d'ailleurs pour ça, l'énorme différence que l'on voit, les 250, près de 250 élèves, je parle sous le contrôle de Frédéric Fargue, dans les centres de loisirs, avec l'ouverture. On est allé chercher un centre de loisirs qu'on a ouvert dans le sud pour garantir un accès aux espaces verts, à la médiathèque qui est au sud. Je trouve qu'on a plutôt bâti un bon projet. Donc je trouve qu'il n'y a pas de quoi le regretter, bien au contraire, finalement, de prendre le meilleur des 2 réformes. Allez-y. C'est pourquoi nous voterons pour, bien entendu, c'est bien ce que j'ai dit, c'est que ça a apporté, ce travail a apporté une réflexion de fond sur l'offre proposée aux jeunes Talençaises et Talençais. C'est intéressant, contrairement à votre prédécesseur, qui trouvait que ça coûtait beaucoup d'argent pour des choses pas forcément choisies et fort intéressante, je mets des guillemets. Nous sommes ravis de voir que tout ce qui a été produit et mis en place sur ce temps scolaire et périscolaire a pu
générer une nouvelle réflexion et reste en œuvre malgré le retour à la semaine de 4 jours. Et en tous les cas, je voudrais rappeler aussi que lors du sondage qui avait été fait sur la qualité et sur la pertinence de ce qui était proposé, y compris dans les rythmes de la journée, les satisfactions montaient à plus de 90% avant de proposer le retour à la semaine de 4 jours. Donc on peut voir qu'il y a quand même des choses légèrement contradictoires. Maintenant, je l'ai dit, je peux comprendre qu'il y ait d'autres considérations, y compris chez les enseignants d'ailleurs, pour ce retour à la semaine de 4 jours. Mais permettez qu'on puisse le regretter dans l'intérêt de l'enfant. Je vous permets tout, ma chère collègue, juste qu'on peut être satisfait d'une activité, mais pas satisfait de voir son enfant revenir exténué par un rythme qui ne lui correspond pas. Enfin, par rapport à ce que vous... Pardon, mais je ne vais pas parler en son absence. J'ai toujours entendu mon prédécesseur et son adjoint en finances regretter le côté imposé de la chose dans un contexte de réduction drastique et jamais connu des dotations aux collectivités, puisque c'est un coût d'environ plusieurs centaines de milliers d'euros. Je ne l'ai jamais entendu dire que ça ne servait à rien, bien au contraire. Madame de Marco. Je reviendrai quand même sur le fait que, donc, il y avait quand même, pour les tapageurs, il y avait quand même un bilan très positif de ce qui a été mené sur Talence. Bien sûr. Il faut le reconnaître. Il y a eu des réunions de concertation. Que l'on soit pas d'accord, moi aussi j'aurais préféré la semaine de 4 jours, mais bon, en même temps je vois les contraintes de 4 jours et demi. Écoutez, il y a eu une concertation, il y a eu une réponse à cette concertation par les parents d'élèves. Bon, on en prend acte et on poursuit. Par contre, moi je voulais juste préciser que dans le projet d'éducatif territorial, l'annexe que vous avez communiqué, aussi bien page 8 sur le bilan, il y avait, mais c'est juste un détail, le nombre de places précédemment dans les centres de loisirs, mais quand on arrive sur le projet actuel, le projet réactualisé, plan du mercredi, page 18, il est indiqué qu'il y a 208 places supplémentaires, page 18, 208 places supplémentaires d'accueil pour le mercredi ont donc été créées et réparties sur le territoire. Voilà. Du coup, là, on est un peu frustré de manquer un document, c'est-à-dire que précédemment, on savait où étaient situées les places, et maintenant, on ne voit pas comment sont réparties ces 208 places supplémentaires et où. Vous me suivez? Oui, je suis les places aussi. Écoutez, si vous voulez avoir une affectation précise des places, après, c'est pas forcément... 208, c'est pas anodin. Ah, je vous confirme, doubler les effectifs des centres de loisirs, ça n'a pas été anodin. Non, nous avons passé des bonnes journées. Enfin, nous, non, mais les équipes qui ont accueilli les parents, oui. D'ailleurs, c'est une situation un peu d'ailleurs propre à Talence, d'ailleurs. Hein. Cette augmentation très significative, moi, j'y vois beaucoup de problèmes pour les services, dans un premier temps, mais aussi la signe qualité B. Après, si jamais vous voulez la répartition précise, les chefs de service considérés sauront vous répondre, me font oui de la tête dans mon oreillette, donc ça devrait être bon. Voilà. Frédéric peut peut-être préciser. Bon, ce qu'on peut dire, pardon, monsieur le maire, ce qu'on peut dire, c'est que les 2 nouveaux centres de loisirs qui ont ouvert, en plus de ceux qui existaient déjà, il y en a un, monsieur le maire l'a dit, sur l'école Michelet, et l'autre sur l'école Gambetta, un au sud, un au nord. En plus de Curie et le centre de loisirs qui existait déjà à Thouars. Voilà. Après, pour le nombre précis dans chaque centre, il y en a 80, je crois, de mémoire à Curie, mais après peut-être que mon collègue Frédéric Fargue... On vous donnera la répartition, ne vous inquiétez pas. Allez, les votes. Pour Madame de Marco, Madame Ramy. Non. Oui, pour. Très bien. Délibération numéro 9, tarif des prestations funéraires. Rapporteur Monsieur Gestin, adjoint délégué aux finances, au patrimoine communal. Alors, une délibération importante qui peut tous nous concerner. Nous avions voté un certain nombre de tarifs au fil des années, avec des années assez anciennes, hein, puisqu'on parle de 2001, de 2008, de 2009. Nous vous proposons
de retoiletter l'ensemble de nos tarifs. Bien évidemment, pour préparer tout ça, nous avons regardé un petit peu ce qui se passait dans les communes avoisinantes. Voilà. Alors, je vous fais grâce de la lecture de l'ensemble des tarifs, hein, si vous m'en permettez. Des questions sur ces prestations funéraires? Monsieur Deluy. Monsieur Larose n'ose pas. C'est pour savoir, étant donné qu'on n'a pas forcément la précédente délibération de 2008, comme disait Monsieur Gestin, sous les yeux, s'il y a eu une évolution ou pas de tarifs. Alors sur les opérations funéraires, on est sur des évolutions classiques, plutôt de notion d'indice. On est donc en moyenne à 1 ou 2 euros près. Sur les fournitures de matériel, on est à peu près dans la même logique. Sur les concessions, il y a un peu plus d'évolution. Sur les concessions 50 ans, on était sur un tarif très très bas, donc on l'a augmenté d'une centaine d'euros. Sur les concessions de 10 ans, on est sur une trentaine d'euros. Pour les columbariums, on est à peu près sur les mêmes proportions. Pour tout ce qui est concession, hein, on était vraiment sur des tarifs très très bas, donc on est à peu près d'une augmentation de 15 à 20% suivant les tarifs. Pour ce qui est des redevances pour les caveaux provisoires, on a juste adapté les moyens enfin les sommes, c'est-à-dire que l'entrée est au même prix, mais on avait un tarif à 31 € pour 3 mois que l'on a passé au mois, puisqu'en fait on n'avait qu'un seul tarif et que si ça restait à cet endroit-là que pendant un mois, ça payait une somme plus importante. On a rajouté un tarif pour les séjours au-delà d'1 an et pour l'encaissement du compte de l'État des vacations de la police nationale, c'est un arrêté et donc nous n'avons pas fait évoluer le tarif. Grosso modo, 1% par an, puisque ça faisait 10 ans, c'est pour ça qu'on a ça à quelques centimes près, de vous rappeler que malgré cette augmentation, Talence reste, et c'est un choix. On en discute souvent, mais ce n'est pas forcément le sujet le plus facile à aborder, un endroit dans lequel on est encore sur des tarifications respectueuses, et notamment pour les familles les plus modestes qui sont frappées par un décès. Simplement pour repréciser, donc du coup, quand il y a des évolutions de tarifs, c'est bien quand même de rappeler l'antériorité, surtout quand elles sont de 2008. Les votes. Pour. Merci. Délibération numéro 10, subvention exceptionnelle à l'association des commerçants de la barrière de Pessac. Alors, une délibération traditionnelle des conseils communaux qui, ce coup-ci, concerne une aide financière au projet d'animation et d'illumination qui a été souhaitée par les commerçants de la barrière de Pessac et donc le conseil communal Nord qui propose le versement d'une aide de 2 000 €. Les votes ou les questions pour? Vous abstenez, Madame Congost? Pareil pour ou abstention? Je m'abstiens. Vous m'abstenez, très bien, merci. Délibération numéro 11, subvention centre social de Bagatelle, complément pour l'année 2018. Alors, lors du conseil municipal du 19 mars, je vous avais précisé concernant le centre social qu'on serait amené à y revenir. Vous savez que le centre social a changé de manière importante son périmètre puisqu'ils ont arrêté l'activité du centre de loisirs. Nous étions dans les discussions avec eux pour arriver à bien recaler ce qu'il y avait. Il y avait également des adaptations de projets. Donc nous avons fini par nous entendre sur un montant de subvention complémentaire de 21 200 € et une subvention exceptionnelle puisqu'il concernait un certain nombre de frais qui ne seront pas reconduits sur l'année prochaine. Et comme je l'avais indiqué pendant le budget, j'essaie systématiquement de bien séparer ce qui relève du fonctionnement annuel et de ce qui ne se reproduira pas l'année prochaine, de manière à ce qu'on reparte sur les bonnes sommes à chaque fois. Donc au total, ça représente une subvention de 175 800 € pour l'année 2018. Bien évidemment, là-dedans, il y avait 6 mois de centre de loisirs que nous n'aurons pas, donc nous partirons l'année prochaine sur un montant beaucoup plus bas, mais évidemment à périmètre différent, donc un montant plus bas, mais équivalent en termes de périmètre. La ville soutient le centre social de Bagatelle. Les votes. Pour. Madame Congost. Pour.
Délibération numéro 12, exercice budgétaire 2018, décision modificative numéro 2. Alors, quelques décisions modificatives sur la section de fonctionnement, une augmentation des charges exceptionnelles au travers de 2 éléments. Les 25 000 € que nous avions votés en 2017 pour la résiliation, l'indemnité pour la résiliation de la convention d'affermage avec Talent Gestion Équipement qui n'avait pas été régularisée, et l'augmentation que nous avons décidée en début de conseil municipal ce soir. Du côté des recettes, 3 € qui provient d'une rectification demandée par le trésorier prieur général sur la reprise du résultat de la caisse des écoles. Et pour équilibrer tout cela, nous passons un montant de 107 803 sur les recettes qui correspond à des droits de mutation supérieurs, puisque par rapport à ce que nous avions voté, nous savons que nous avons déjà touché davantage. Pour la section d'investissement, là on remonte encore plus dans l'histoire, parce que notre nouveau trésorier payeur général a trouvé quelque chose qui n'avait pas été régularisé à l'époque, c'est-à-dire que nous avions versé une avance à la BMA pour l'îlot 10 de l'opération Joliot-Curie, et cette avance était restée en avance. Or, évidemment, les travaux ayant été faits, il fallait les passer en dépenses réelles, ce qui est proposé dans ces montants-là. Donc pour la section fonctionnement, 107 800 € en dépenses et en recettes. Et pour la section d'investissement, 28 060 € en dépenses et en recettes, évidemment. Nous en discussions à la fois lors du vote de son indemnité, le nouveau trésorier général à l'œil, y compris sur les 3 € de la caisse des écoles. On peut que s'en féliciter. Des questions, des votes? Monsieur Délu. Oui, alors, ce que je constate quand même, c'est que quelles que soient les collectivités, les DM2 commencent à se ressembler toutes par leur modestie, comme quoi on arrive de mieux en mieux à cibler les choses. Donc, bon, sachant que là, on modifie de 100, je ne sais plus combien, 1 000 € pour le fonctionnement et de 28 000 € pour l'investissement, donc c'est 100 sur 58 millions et 20 000 € sur 22, je crois. Bon, c'est pas ça qui modifie évidemment fondamentalement la structure du budget, donc très cohérent. On a voté contre le budget primitif, on votera contre le budget supplémentaire, sachant qu'évidemment le gros morceau et le moins rigolo pour tout le monde, ça va être le prochain budget primitif. Ne préjugez pas de ce que vous ne connaissez pas et de ce que nous ne connaissons pas non plus. En tout cas, je suis d'accord avec votre première assertion qui est de dire que le budget que nous vous présentons au mois de mars et qui font en général fait suite à un ROB 2 mois avant sont sincères et ne sont pas modifiés en cours d'année. Je suis d'accord avec votre assertion. Gagez que nous soyons parfois d'accord, mon cher collègue. Les votes, abstention des Verts. Contre. Abstention et contre. Très bien. Délibération numéro 13, exercice budgétaire 2018, SPIC La Médoquine, décision modificative numéro 1. Alors, c'est la concrétisation de la décision modificative que nous venons de prendre concernant la Médoquine, puisque vous savez que c'est un SPIC qui gère tout ça, et donc nous intégrons en recette du SPIC la modification budgétaire que nous avons fait dans le budget principal de la ville, et en dépenses pour que nous puissions verser ce montant sous forme de participation à la SEM en cours de liquidation. Les votes. Bon, là, on va s'abstenir, puisque par rapport à la délibération d'il y a 10 minutes... Moi, je ne préjuge pas, moi, vous savez. Vous vous abstenez. Madame Congost. Pour. Dans la continuité de notre vote précédent, c'est contre. Alors attendez, je crois que vous avez pris tous les micros, mais pas le vôtre, Madame de Marco. Bon, je répète, dans la continuité du vote, c'est contre. Très bien, merci. Délibération numéro 14, produits communaux, année 2013 à 2018, créances éteintes. Alors, il s'agit d'un montant de 422,60 € de créances éteintes suite à l'instruction de dossier de 2 personnes par la commission de surendettement de la Banque de France. Les votes ou les questions pour Madame Congost, les Europe Écologie et Verts. Pour Mesdames, Messieurs les Verts. Pour, merci.
Délibération numéro 15, produits communaux, année 2011 à 2017, annulation en non-valeur. Là, évidemment, après que le trésorier principal ait fait toutes les démarches nécessaires, il nous a adressé 2 états pour un montant total de 8 662,14 €. Vous avez le détail par grand poste de ces sommes dans la délibération. Les votes pour, merci. Délibération numéro 16, signature d'une convention de servitude de passage de câbles souterrains au profit d'Enedis. Alors, il s'agit d'une servitude de passage proposée par Enedis pour une bande de terrain d'1 mètre de large sur 15 mètres de long pour installer un câble souterrain dans le cadre des travaux de la halle de Talence. Une indemnité d'un montant de 10 € sera versée à la ville à cette occasion. Et tout ça passera par acte notarié, évidemment. Les halles qui, après quelques mois de travaux rapides, 10, ouvriront normalement le 7 décembre. Pardon ? Écoutez, voter pour, c'est quand même 10 € qui vont entrer dans les charges de la commune. Ça permettra de payer quand même une partie non négligeable de la piscine. J'aimerais que ça soit noté. Voilà. Alors je rappelle que ces montants sont fixés par Enedis et sont communs sur toutes les communes. Il n'y a pas de... Voilà, les 10 € c'est forfaitaire. Voilà. Et quand c'est forfaitaire, M. Guérin dit... Non, mais je trouve qu'il y a effectivement, à ce prix-là, je trouve quand même que c'est eux qui nous posent des contraintes qui peuvent être assez quand même, assez léonines. Dans l'article 1.4, ça nous impose quand même beaucoup de choses. Je trouve qu'ils sont... C'est assez léonin. Je le trouve plutôt synalagmatique, personnellement. Mais je vais écouter. De toute façon, c'est Enedis. Il faut bien qu'ils nous amènent les câbles à cet endroit-là. Voilà. D'accord. Est-ce qu'au final, sur le plan, on n'a pas bien vu, moi je ne l'ai pas en couleur, où passe cette bande? Je vois le coffret électrique sous terre. Encastré, mais oui, merci. Merci. À un moment donné, d'ailleurs, c'est plus sous terre puisqu'il faut creuser quand même. Si on veut. Donc, le réseau électrique, en fait, il part grosso modo au milieu vous l'avez là, au milieu de l'arrêt de tram. Il longe le nouveau parking, ce qui d'ailleurs évite d'avoir à éventrer des chaussées. Et puis il fait à peu près la moitié du tour. Il vient se connecter grosso modo à l'endroit des toilettes publiques. D'accord. Donc plutôt du côté... Le long du bâtiment, périphérie sud et est, c'est ça? Et le long du bâtiment. Oui, le long des 3 Nobel. Voilà, du côté du 3 Nobel. Voilà. D'accord. Ce qui permettra l'électrification des toilettes, exactement. Les votes. Bon, bah, écoute, non. Pour. Merci. Délibération numéro 17, subvention exceptionnelle à l'association ADEME. Rapporteur M. Parenteau, adjoint délégué aux associations et infrastructures sportives et au développement du sport pour tous. Oui, chers collègues, le 16 septembre et non le 23 comme il est inscrit sur la délibération, Kevin Meyer battait le record du monde du décastar et faisait de Talence la Mecque de l'athlétisme, pour reprendre un terme utilisé dans l'équipe. Qui dit record du monde dit prime. Et nous vous proposons d'allouer une subvention exceptionnelle de 5 000 € à l'ADEME pour lui permettre de s'acquitter de cette prime. Je n'entends pas. Madame Rami. Alors, j'avoue être assez étonnée par ce projet de délibération. Je ne remets pas du tout en cause le record du monde battu par M. Kevin Meyer, ça, il n'y a pas de souci. Surtout qu'il a été homologué maintenant. Donc, nous voilà ça, rassurés. C'est pour ça, c'est pas l'objet du débat. C'est pour ça que j'ai préféré le dire tout de suite pour ne pas me faire rattraper. Par contre, ce qui me gêne là-dessus, c'est que vous argumentez en disant compte tenu du rayonnement médiatique important dont a bénéficié la ville. Quels sont-ils de manière quantifiable? Qu'est-ce que ça a apporté à la ville de Talence? Première chose. Et deuxième chose, il me semble qu'une collectivité
j'ai du mal à comprendre le fait qu'on puisse donner 5 000 €, même si c'est par le biais d'une association pour que ça soit bénéfique à une personne, plutôt qu'on puisse me dire, ben voilà, le rayonnement médiatique de l'exploit de M. Kevin Mayer a permis une explosion des demandes des jeunes dans les domaines de l'athlétisme. On n'a pas assez de place et ces 5 000 €, je les donne aux structures qui vont permettre aux jeunes de s'exprimer dans le sport. Cet argumentaire-là, je le comprends et je le valide. Par contre, donner 5 000 €, excusez-moi, mais à une personne, ça me perturbe. Vraiment. Alors, lorsque l'on parle de sport de haut niveau, un record du monde de décathlon, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Même l'ADEME ne devait pas s'attendre à ce qu'un record du monde soit battu, de telle sorte que le chiffrage qu'ils avaient sur leur règlement intérieur d'un record du monde était très loin de la somme qui est annoncée ici. Quand vous allez vers d'autres pratiques sportives qui ne demandent peut-être pas autant d'efforts que l'athlétisme, allez voir en golf, en foot, etc., vous verrez que les sommes qui sont allouées sur des records comme ça sont bien dépassées. Ceci étant, par rapport à l'argumentaire et à ce que vous dites, moi je retiens une chose, c'est que ce décathlon a été un décathlon exceptionnel dans lequel l'ADEME, association que nous subventionnons, c'est une association qu'on subventionne comme toutes les associations sportives de la ville, avec une somme importante puisqu'on leur donne 90 000 €, et c'est quelque chose de conséquent, bien entendu. L'ADEME qui organise totalement le Décastar et qui gère cet événement, par rapport au fait que Kevin Mayer vienne à augmenter ses revenus et ses ressources de façon conséquente sur ce Décastar, mais avait des difficultés pour honorer et se mettre au tarif d'un record du monde. C'est pour ça qu'on leur a apporté cette aide de 5 000 € qui me semble tout à fait normale et cohérente par rapport à cet événement qui est d'exception et qui ne se reproduira certainement pas avant bien longtemps. De vous rappeler deux choses, ma chère collègue. Un record du monde battu lors des Jeux Olympiques ou des Championnats du Monde, pris en charge par l'I2AF, c'est 100 000 $. On va dire à peu près chose près, on va dire 95 000 €. Alors, vous dire combien de touristes et fans nous avons accueillis suite à ce record du monde, je pense quand même que pendant quelques heures, les informations étant ainsi faites, on a quand même beaucoup parlé de Talence. De dire quand même, est-ce que l'impact, il est forcément indirect? De rappeler quand même que sur les 50 000 €, la ville ne participe qu'à hauteur de 10%. Tout le reste a été trouvé par l'association. C'est ce que rappelait M. Parato, adjoint en sport. Quelque chose qui est important, on est en cours de finalisation des négociations avec Bordeaux Métropole sur la réqualification complète du stade Pierre-Paul Bernard, dans lequel nous nous battons pour la couverture d'une salle, pour lequel nous nous battons pour l'éclairage, pour les vestiaires. Alors même si on pourrait nous dire il n'y a pas besoin de rénover le stade pour battre un record du monde, ce qui est d'ailleurs statistiquement assez vrai, ce genre de choses-là qui s'inscrit quand même dans un programme d'héritage de Jeux Olympiques peut nous permettre d'arriver. D'ailleurs, je le rappelle que l'ADEME était venue cette année avec des athlètes de l'équipe de France, récemment médaillés des championnats d'Europe, peut nous permettre d'avoir quand même un appui quand même non négligeable dans le cadre de ces négociations. Et je crois que l'investissement des 5 000 €, vu le prix de la rénovation du stade Pierre-Paul Bernard qui dépasse allègrement les 10 millions d'euros, dont une partie d'ailleurs sera prise en charge par la ville, à mon avis, est largement récompensé. Donc on ne le donne pas forcément à une personne en particulier. Alors là, en l'occurrence, c'est le cas, mais on le donne quand même à quelqu'un qui fait quand même rayonner le sport et son sport et qui met en valeur Talence. Donc je trouve ça plutôt raisonnable et raisonné, comme d'ailleurs le sont tous ces athlètes. Vous savez que je suis issu d'un autre sport où quand on perd au premier tour d'un grand chelem, on touche 2 fois plus que quand on bat un record du monde vieux de 10 ans. Donc on n'est pas vraiment dans le sport système et dans le foot business. Je vous en prie. Sur la deuxième partie de ma question, alors j'entends vos arguments, je ne vais pas changer d'avis, je suis désolée. Par contre, sur la deuxième partie de ma question, c'était est-ce que vous avez visualisé au niveau des inscriptions une explosion, on va dire une explosion, puisqu'il y a un impact médiatique fort, des demandes des jeunes à faire de l'athlétisme? Et est-ce que les structures associatives qui s'en occupent ont des problématiques par rapport à ces débordements? Si la répercussion immédiate, elle est sur le club d'athlétisme.
Le club d'athlétisme dépasse les 1100 licenciés. Et on a des difficultés justement à lui trouver une place totale sur le stade. Mais je voulais revenir, ça fait 42 ans que l'on subventionne le Decastar. C'est un choix au niveau de la politique sportive. Notre choix de politique sportive a toujours été fait de faire du sport pour tous. Mais en faisant du sport pour tous, on développe la base d'une pyramide qui fait qu'il y a de l'excellence qui se développe. Comme on le voit en gym, en badminton, en athlétisme, etc. Ça, c'est une chose dont on est un petit peu esclave. C'est pour ça que le fait que ce stade devienne métropolitain, l'événement sera certainement porté par la métropole de façon différente. Mais jusqu'à maintenant, l'image de la... On insistait sur ce Decastar parce que quelque part, c'était l'image de la ville. C'est l'image de la ville qu'on venait porter. C'est pour ça que je crois qu'on peut remercier très fortement l'ADEME par rapport à ce travail qui a été fait. Donc l'impact sur le milieu associatif, sur l'athlétisme, se retrouve directement. Je vous le dis, ils sont à 1100 licenciés. J'avais encore M. Delage au téléphone aujourd'hui qui a un petit peu peur parce que le prochain décathlon va se faire au mois de juin. Et le fait qu'il se fasse au mois de juin, c'est la pleine saison de l'athlétisme. Pour préparer un Decastar, il faut bloquer le stade pendant 15 jours, ce qui fait que les 1000 licenciés ne vont plus pouvoir aller sur le stade. On est en discussion avec l'université pour voir s'ils peuvent aller s'entraîner sur les installations du BEC. Vous voyez que les choses ne sont pas simples et franchement, je pense que sur la ville, on a une population dans la pratique sportive qui est vraiment très très importante. On est vraiment, on répond vraiment au niveau de la formation. On en parlait tout à l'heure au niveau du PEDT, mais dans le PEDT, le travail que l'on fait au niveau de l'éveil corporel pour tous les jeunes permet aussi de déboucher sur ce que l'on voit au niveau de la pratique des jeunes et des adultes. Je m'arrête parce que je vois que le maire va me gronder. Il va pas du tout, je voyais Isabelle Ramy complètement conquise par vos paroles, monsieur l'adjoint. Je sens même qu'elle va s'associer pour aller remettre le chèque à Kevin Meyer en personne. Ah, ben voyez, 5 000 €, c'est pas très cher quand même. Monsieur Denis. Oui, simplement pour nous associer à cette délibération que nous voterons évidemment. Bon, c'est tout un ensemble et vous l'avez bien dit, tant Monsieur Parenteau que vous-même, monsieur le maire. Bon, 5 000 €, je pense que c'est 0, quelque chose % de nos 58 millions de dépenses de fonctionnement. Il faut rappeler quand même que le modèle économique de l'ADEME reste fragile, qu'il est essentiellement associatif et de type bénévolat. Donc finalement, sortir 50 000 €, c'est un risque qu'ils ont pris, hein, on va dire ça comme ça. Mais enfin, c'est pas anodin à l'échelle de l'association. On n'est pas tout à fait encore non plus dans le sport business. Hein, c'est pas 50 millions, c'est 50 000 pour un record du monde. Ce qui est quand même, compte tenu de la durée plutôt courte des carrières des athlètes, c'est pas exagéré non plus si on rapporte au nombre d'années effectives de travail sur les terrains. Et ensuite, on a toutes les répercussions indirectes, et on l'a dit, auprès de la jeunesse. Et puis, à titre anecdotique, on peut être fier ou pas, mais enfin, moi, personnellement, j'ai été plutôt satisfait et fier qu'on me rapporte qu'on a vu le nom de Talence dans le Hochi Shimbun, qui est un journal japonais. J'ai appris comment il s'écrivait Talence en japonais au passage. Sportif, voilà. Donc oui, ça peut être anecdotique. Mais enfin, je pense que 5 000 € pour un tel rayonnement, c'est très honorable. Et je pense que la plupart, sinon la quasi-totalité des Talencés en sont satisfaits. Bien. Madame Ramy ne semble toujours pas convaincue malgré torse nu de Kevin Meyer. Je ne sais plus quoi vous dire, madame, chère collègue. Non, mais je trouve que je vous proposerai le maire si vous voulez, mais je pense que ça ne vaudra pas 5 000 €. Je suis désolé. Non, mais je trouve que c'est quand même un sujet assez masculin. Assez quoi? Masculin là-dessus. Il y a peu de femmes qui ont pris la parole. Ah bon? Excusez-moi, mais de rappeler quand même, c'est que c'est un des seuls sports dans lequel les décathloniens et les hécathloniennes sont ensemble, ont partagé, là en l'occurrence médiatiquement, il y avait quand même tout le monde pour le record du man du monde, ce qui est tout à fait logique. Il y a quelques années, quand même, Eunice Barber était quand même aussi une des chefs de file, et quand même ils ont été associés. Donc je ne vois pas un caractère masculin dans la chose. Excusez-moi, c'était juste le débat autour du sujet de la délibération. Pas le problème. Ah non, c'est un sport que je trouve assez égalitaire, hommes et femmes. Est-ce que M. Farc veut rajouter quelque chose dans le côté masculin, peut-être? Le côté masculin va rajouter que Talence, c'est quand même la seule ville où il y a eu 2 records du monde du décathlon. Voilà, ce qui s'appelle la synthèse masculine. Les votes pour Madame Congost.
Je vote contre. Contre. À nous, on vote contre, finalement, qu'on trouve un racket organisé, quand même payer 50 000 € pour valider. Je suis désolé, 50 000 €, parce qu'on paye peut-être que 5 000 €, mais l'ADEME doit s'acquitter de 50 000 € pour régulariser donc ce record. Donc on trouve ça scandaleux, on est contre. Madame de Marco, vous avez peut-être pas il n'y a pas que l'ADEME, il y a des partenaires privés qui ont mis aussi la main au portefeuille. Bien, votre vote est contre, il est enregistré comme tel. Merci. Délibération numéro 18, Conseil communal de Talence, désignation des membres du collège et des élus et personnalités. Rapporteur Madame Fab Tabourin, adjointe déléguée à la participation citoyenne. Oui, tout est dans le titre quasiment. Il s'agit de remplacer Monsieur Larose, qui avait été désigné par les oppositions du conseil municipal. Monsieur Larose étant devenu conseiller municipal, je vous demanderai de nous proposer une autre personnalité pour le conseil communal ouest. Oui, bonjour. Je propose Monsieur Claude Denardi. Très bien. De la même façon que tout à l'heure avec Madame Solba, c'est un homme. C'est un homme, oui, pardon. Oui. Monsieur Claude Denardi. Oui. Je vous saurais gré de bien vouloir lui transmettre toutes les informations que vous aurez obtenues dans le cadre de votre mandat au conseil communal. Je n'y manquerai pas. Non, pas du tout. Non, non. Ne parlons pas de sport. Ça va être encore un sujet masculin. Vous allez nous faire hashtag balance ta mairie bientôt ici. Donc, bien, je vous propose qu'on en discute après le conseil municipal. Donc, vous allez voter pour Madame Congost. Pour ? Bien, à l'unanimité, merci. Délibération numéro 19, pépinière d'entreprise de Talence. Rapporteur Monsieur Labourdette, adjoint délégué à l'économie, à l'emploi, au développement intercommunal et à l'insertion professionnelle. Oui, mes chers collègues, après l'arrivée de la halle en fin d'année, on a la pépinière qui arrive en début d'année et je vous propose donc de bien vouloir valider la démarche et que Monsieur le maire fasse les demandes de subvention auprès de la métropole du conseil régional. Mais je vous rappelle toutefois que la pépinière va donc augmenter de 110% avec 5 bureaux supplémentaires, l'arrivée d'un espace de travail partagé, pour ne pas dire coworking, et le comité d'agrément qui s'est réuni le 19 novembre dernier a validé l'arrivée de 6 nouvelles entreprises. Et c'est avec plaisir que l'on a pu voir candidater des entreprises issues du milieu universitaire avec des hauts niveaux, une forte valeur ajoutée autour d'innovations informatiques, de la réalité virtuelle, etc. Donc cette nouvelle pépinière va avoir donc un accueil de 22 entreprises qui va permettre la création de 60 emplois donc, sur cette pépinière. Et c'est dans le cadre du contrat de co-développement que je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à faire ces démarches. Oui, c'était un engagement que nous avions pris il y a un peu moins d'un an, de doubler la capacité de cette pépinière. On peut saluer l'ensemble des déménagements qui ont eu lieu pour arriver à ce que cela soit possible. Et comme il l'a rappelé Monsieur l'adjoint, on va créer plusieurs dizaines d'emplois. Un point important, signe d'une certaine qualité d'encadrement, le taux de pérennisation des entreprises, donc le taux de survie, comme on l'appelle, passe de 50% à 82% lorsque l'on passe par une pépinière. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et dont Talence peut s'enorgueillir. Si je puis me permettre de compléter, pour votre information, le prix du mètre carré des bureaux de cette pépinière, donc c'est 9 € le mètre carré par mois la première année, 9,50 € par mois la deuxième année et 10,50 € par mois la troisième année, plus un forfait de 40 € par mois en termes de forfait accompagnant qui est obligatoire. Et je me permets de le signaler parce que c'est une belle performance pour une pépinière. L'ensemble des loyers qui sont demandés aux entreprises ont été intégralement réglés depuis la création en 2013. Voilà. Loyer qui quand même rapporte 15 000 € par an à la ville, si mes souvenirs sont bons. Exact. Monsieur Deluy. Oui, monsieur le maire, notre pépinière reste modeste, mais elle se développe.
Donc on ne peut qu'en être satisfait. Je voudrais ici signaler à quel point nous sommes heureux de voir cette activité se développer, s'épanouir et finalement apporter enfin la contribution au tissu économique talancé qu'elle aurait dû apporter il y a très très longtemps. Donc évidemment on ne peut qu'être satisfait de ces évolutions et nous voterons pour cette délibération. C'est un choix effectivement politique et qui vient couronner aussi les choses qui avaient été plantées dans le cadre de cette pépinière il y a quelques années, qui ont tendance à se développer désormais. Donc pour le temps, c'est où, Madame Congost? Oui, pour favorable, plus. Madame De Marco, que vous est-il arrivé? J'ai l'impression que la Médoquine a vidé... non, vous êtes toute seule. Pour? Très bien. Délibération numéro 20, modification de la réorganisation des postes de directeur des temps périscolaires. Rapporteur Madame Pitot, adjointe déléguée aux ressources humaines et qualité de vie au travail. Oui, le 9 juillet dernier, nous avions fait une délibération sur la réorganisation des postes de directeur de l'accueil périscolaire suite à les modifications du rythme scolaire, suite au licenciement d'un des directeurs de l'école Saint-Exupéry en CDI. À temps complet, la collectivité recrute un agent contractuel à temps complet qui est déjà présent en qualité d'animateur des accueils périscolaires et qui possède les diplômes requis pour l'encadrement d'un ACM. Pour vous indiquer le motif du licenciement, donc ce directeur était à la base à temps non complet et donc nous avons demandé à ce que soit modifié son emploi et l'adaptation de l'agent aux nouveaux besoins des nouveaux rythmes scolaires. Malheureusement, n'ayant pas obtenu le diplôme lui permettant d'encadrer un ACM, il n'a pas répondu favorablement. Licenciement un peu contraint. On vient là compléter la première décision tout à l'heure quand on parlait du PEDT avec les directeurs de temps périscolaire, ce qui permet une vraie jonction avec les équipes pédagogiques et avec les parents d'élèves. Madame Grella. Donc si je comprends bien, c'est le fait que... La première cause, c'est que son emploi était à temps non complet précédemment. Alors en fait, on a passé tous les directeurs à temps complet, justement pour leur permettre déjà de vouloir rester et de pérenniser leur poste. Donc on les a passés à temps complet. Mais surtout, vu la modification des nouveaux rythmes scolaires, il a fallu certains diplômes. Ils n'avaient pas le diplôme, malheureusement. C'est le nombre d'enfants en fait qui conditionne ce diplôme et donc ils ne les avaient pas. Donc voilà. Bien, donc nous, même si nous le regrettons pour cette personne, bien sûr, nous voterons pour. Ok, Madame Congost. Je vais voter pour. Et qu'est-il advenu de cette personne? Un projet de formation, me dit-on. Il est parti en formation rémunérée, donc. Lui avait un projet déjà en tête depuis longtemps qu'il souhaitait mener. Rémunéré ou pas? Alors, il fait une formation pour devenir bibliothécaire. Et donc, Madame Morin m'indique que ça s'est passé dans le cadre d'un licenciement conventionnel, c'est-à-dire qu'il était plutôt content, ou en tout cas satisfait. Voilà. D'accord, merci. C'est une dame qu'on recrute, en plus, à la place d'un garçon. Madame De Marco. Très bien. Délibération numéro 21, recrutement temporaire d'une intervenante en langue des signes. Alors en 2013, le Forum avait pensé intéressant de proposer une visite commentée en langage des signes pour une expo précise. Face au succès rencontré, l'engagement à passer avec la personne recrutée en qualité de vacataire est renouvelé chaque année pour 3 prestations. Le service de cette personne sont de nouveau sollicités cette année pour l'exposition intitulée « Artefact, un hybridation ». Des questions, le vote? Non. Pour? Merci. Délibération numéro 22, mise en œuvre de contrat d'apprentissage. Oui, donc comme c'est indiqué dans le titre, il s'agit d'une première expérimentation et sous réserve de validation du CT extraordinaire qui aura lieu ce mercredi, la collectivité souhaite mettre en place un contrat d'apprentissage.
L'apprenti concerné par cette mise en place a déjà effectué un stage au sein des services de la ville et est actuellement en Master 2 en ingénierie des projets culturels et interculturels de l'Université de Montaigne. Donc, le contrat d'apprentissage, je vais essayer de vous expliquer en quelques mots ce que c'est. C'est un outil qui permet aux jeunes d'allier à la fois études et expérience professionnelle. Donc, c'est une première pour la ville d'ouvrir ce dispositif dans le domaine de la culture et c'est vraiment à titre expérimental. Donc, nous ne l'avons pas ouvert à l'ensemble des autres services pour l'instant, mais si l'expérience est probante et plutôt satisfaisante, ça pourra servir aussi dans des emplois où on a des difficultés de recrutement. Ça sera peut-être plus facile de faire appel à de l'apprentissage pour pérenniser ensuite des postes. Alors, pourquoi ce contrat dans le domaine culturel? Donc, c'est un contrat de haut niveau. Vous avez, comme je vous l'ai indiqué, l'apprenti serait en Master 2 et ça lui permettra de mener à bien un certain nombre de missions en alternant à la fois des cours très théoriques et son apprentissage professionnel. Les missions qui lui seront confiées en accompagnement avec le responsable culturel seront la mise en œuvre des spectacles de la saison 2018-2019, préparer peut-être la saison 2020, un suivi de la conception des différents supports de communication en lien avec le service communication de la ville, le suivi des visites scolaires dans le cadre du parcours forum et la contribution à la réflexion sur le travail d'éducation artistique et culturelle dans le champ des arts visuels et du spectacle vivant. Madame Grélard. Oui, monsieur le maire, madame l'adjointe, bien sûr que nous voterons pour. Ces contrats d'apprentissage sont très intéressants, à la fois pour les apprenants, mais aussi pour une collectivité. Alors, c'est un cas un peu particulier parce que de niveau Master 2, bon, c'est quand même quelqu'un d'aguerri et qui a déjà de fortes compétences. On ne peut que souhaiter que d'autres services, en tous les cas qu'une réflexion puisse se poursuivre sur les opportunités d'offrir des contrats d'apprentissage, y compris pour des niveaux beaucoup moins élevés, pour avoir des opportunités justement d'acquérir des qualifications en situation et d'offrir des opportunités peut-être à des jeunes talentsaises et talentsais dans des métiers intéressants. C'est tout à fait l'objectif. Comme l'a rappelé Madame l'adjointe, effectivement, on a un certain nombre de secteurs, je pense dans certaines techniques, informatiques ou d'autres choses, sur lesquelles la mise en œuvre de ce contrat est un engagement réciproque dans lequel on peut former et recevoir tout autant qu'on a donné. Donc, mais bien sûr, tout cela a un coût. Et donc, il faut qu'on arrive à faire des choix et des arbitrages. Donc, et la poche est toujours la même. Donc, il va falloir qu'on essaie de trouver. Et puis surtout, comme le rappelait, ce qui est le cas du service culturel en l'espèce, c'est qu'il faut qu'on s'assure, indépendamment du niveau de l'alternant ou de l'alternante, en l'occurrence c'est une fille, c'est qu'on soit dans des conditions d'accueil satisfaisantes et qu'on puisse donner aux jeunes alternants. On peut d'ailleurs être alternant à tous les âges de la vie d'ailleurs. De Madame Ramy. Alors on ne peut que favoriser ces dispositifs qui permettent aux jeunes de rentrer dans l'emploi, d'acquérir des compétences. Effectivement, on rejoint ce qui a été dit, c'est bien s'assurer que le tutorat soit efficace, que les personnes aient le temps de les accompagner, de les former. Après, que l'on identifie d'autres pistes pour accueillir ces personnes, ça veut dire aussi que vous avez des visées pour pérenniser certains postes futurs. Parce que quand on se lance dans un contrat d'apprentissage, c'est qu'on veut le garder. Donc ça veut dire que vous avez déjà quand même peut-être certaines pistes sur des services qui sont identifiés et que vous voulez peut-être nous restituer les besoins. Le premier adjoint en charge de la culture va vous parler, mais il me semble qu'avec le CCV, l'activité du service culturel ne devrait pas décroître, mais peut-être qu'il y a des visées à plus long terme. Je parle sous le contrôle d'Isabelle Morat et de Lucille Badin. En fait, cette personne, si je ne m'abuse, on l'a déjà pratiquée. Et donc, c'est une personne de qualité. Et donc, effectivement, elle nous apporte. Et donc, elle va être parfaitement bien encadrée. Après, si on peut la garder, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais c'est à voir.
En tout cas, le temps passé pour la formation n'est pas un temps perdu, puisque le candidat, même s'il décide de rejoindre, bénéficiera. Monsieur Guérin. Justement, dans la continuité, qui est le maître de stage? C'est Lucille Badin, la directrice du service culturel. Merci. Non, vraiment, il y a un encadrement de haut niveau, là. Hein, et je pense que... Enfin, Isabelle, elle travaille déjà un peu avec nous, hein, cette personne. Oui, elle a été en stage de mois. Hein. Voilà, elle a été en stage de mois, et donc je pense qu'elle était particulièrement heureuse d'être dans le service culturel de la ville de Talence. Ça permettra notamment de pérenniser tout ce qui est la science infuse, hein, qui connaît un grand succès auprès des scolaires, qui est une mini-cité de la découverte à échelle talençaise, mais qui irrigue beaucoup d'élèves. Les votes. Pour. Merci. Délibération numéro 23, subvention exceptionnelle à l'association APIS. Rapporteur M. Herchouk, adjoint délégué à l'égalité, à la cohésion sociale et territoriale, à la politique de la ville et au quartier sud. Rien que ça. Quel titre? Donc c'est l'association APIS, Association de promotion et d'insertion par le sport. L'essentiel est dans la délibération, mais en complément de ce que vous avez. Donc vous présentez rapidement l'association, c'est une que certains doivent connaître parmi vous. L'association APIS est une association talençaise qui siège au Dôme. Son président, qui est talancé, est impliqué dans la vie associative depuis très longtemps. Aujourd'hui, l'association intervient sur 2 territoires, le QPV Les Aubiers à Bordeaux et sur Talence à Château-Rabat et à Thouars, où elle intervient depuis son démarrage. Elle a développé durant toutes ces années un partenariat avec l'école Jules Michelet et le collège aussi Victor Louis. Son intervention s'appuie sur les équipements sportifs de proximité, les city-stades, principalement sur Rabat et sur Thouars. À l'organisation. Son action est soutenue par la politique de la ville depuis le début et permet une présence éducative en bas des résidences très souple, en prenant appui sur les supports en libre accès présents. Les partenaires institutionnels de l'association dans l'État ont demandé à un moment donné à l'association de se structurer davantage au fil des années, de se professionnaliser. Aujourd'hui, donc ces 3 intervenants salariés de l'association sont éducateurs sportifs diplômés. Malheureusement, l'association reste fragile financièrement malgré un soutien quand même des différents partenaires. Alors l'État, principalement l'État, via la politique de la ville, les contrats aidés, la région, le département de la Gironde et la ville de Bordeaux. Donc il se propose de mettre en place un projet qui tourne autour de plusieurs axes, des animations sportives au collège Victor Louis, le lundi et jeudi de midi à 14h, des animations sur les city-stades, pareil, lundi et jeudi en fin de journée, l'organisation de temps forts, des tournois futsal, avec les intervenants locaux, les acteurs locaux, une participation aussi forte à la vie locale et aux manifestations locales. Donc pour revenir très rapidement sur la question du sport et de l'orientation des personnes vers les structures sportives, cette association-là se propose aussi d'être un pont entre les jeunes et les différentes associations sportives. Elle est en lien avec toutes les sections sportives de Talence et elle a déjà aiguillé certains jeunes vers soit le foot, soit le tennis, soit l'athlétisme du coup, et la boxe également. Voilà, donc ça c'est par rapport à ce que disait Madame Ramy tout à l'heure. Madame Ramy a demandé tout de suite la parole. Oui, excusez-moi, mais moi je propose quand même qu'en termes de plan de financement, on pourrait demander à M. Kevin Meyer s'il ne peut pas redonner 5 000 €. Vous voulez vraiment on va lui proposer de les entraîner gratuitement plutôt. J'ai l'impression qu'il y a un lien particulier qui s'est fait entre vous et Kevin Meyer, ma chère collègue. J'ai l'impression qu'il va falloir l'étudier de près. Madame Grélard. Oui, pour compléter sans doute les informations données par notre collègue Salem Herchouk, je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une association sportive pour le sport, mais en tous les cas une association d'insertion des jeunes par le sport. Il s'agit donc bien de favoriser le vivre ensemble en utilisant les activités sportives et en particulier pour inclure les jeunes filles
dans les activités pratiquées quelquefois uniquement par des garçons. Merci. Nous soutiendrons cette activité, bien sûr. Mon cher collègue. Non, merci pour cette précision, Madame Grélard. Effectivement, hein, c'est une association d'insertion par le sport. Ils utilisent le sport comme un support hein, d'insertion sociale. Et un travail aussi, un très bon travail aussi auprès des publics les plus éloignés des structures et des institutions, qui est très important et qui est effectué par les éducateurs sportifs d'APIS. Bien, les votes pour. Merci. Délibération numéro 24, convention d'entente intercommunale pour la création, le développement et la gestion d'une carte jeune partagée entre plusieurs communes. Autorisation signature. Rapporteur, M. Fargue, conseiller municipal délégué à la jeunesse.